Et toi? Oui, toi, qui te sens parfois dépassé. Tu crois que tu dois tout traverser seul. Te montrer vulnérable? Impossible. Tu te dis, je dois sourire, faire semblant, faire mieux, plus. Mais devine quoi? Toutes les femmes vivent des épreuves. Toi, elle, moi, personne n'est parfaite. Tu peux ressentir fort et continuer à avancer. Tu peux tomber et te relever autrement. Tu peux être fragile. Et incroyablement forte. Tu peux douter et retrouver la lumière. Tu peux parler vrai. Et déposer tes fardeaux. Ici, on lève les tabous sur la santé mentale. On transforme la honte en lumière. On apprend à être pleinement soi. On découvre que la résilience n'est pas juste tenir, c'est tomber, se relever et refleurir. Tantôt forte, tantôt fragile, toujours vivante. Bienvenue dans Deep Bloom, le podcast de maman. Tu es exactement au bon endroit. Bonne écoute. On nous a appris à se regarder, à se scruter, à se comparer, à se corriger, comme si, dès le départ, il y avait quelque chose à rattraper, comme si le corps et notre image devaient mériter leur place. Alors on ajuste, on rentre dans les cases, on fait bien, on fait juste, on fait comme on pense qu'il faut faire, et à force de vivre de l'extérieur, quelque chose se déplace doucement. Le lien au corps, aux sensations, à ce qui fait du bien pour de vrai. Et souvent, sans même s'en rendre compte, le quotidien devient plus terne, plus gris, presque noir par endroits. Des journées qui s'enchaînent, des automatismes qui prennent toute la place et une joie qui ne disparaît pas mais qui s'éloigne. Dans cet épisode, on essaye d'ouvrir une brèche, un autre espace avec Lorraine, où l'image ne sert plus à se corriger mais à se rencontrer, où le style n'est pas une norme à suivre mais un langage à habiter, une manière de dire quelque chose de soi sans s'excuser, une manière de s'autoriser à être. On parle aussi de ce qui agit en arrière-plan, les normes, les injonctions, les systèmes invisibles qui fabriquent du contrôle, de la comparaison et parfois une vraie déconnexion de soi et de l'autre. Et puis il y a cette question qui reste en filigrane, la joie. Pas une joie à atteindre, pas une performance de plus, mais une joie signale, même minuscule, même fragile, celle qui apparaît parfois au milieu d'un quotidien en noir et gris, et qui rappelle qu'il y a encore quelque chose qui vit là, parce que peut-être que retrouver ce qui fait du bien, ce qui fait sourire sans raison, ce qui réchauffe sans expliquer, c'est déjà une manière de revenir à soi et de recréer du lien avec l'autre. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir l'épisode avec Lorraine. Et si cet épisode résonne en toi, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Viens parler avec nous. Qu'est-ce qui, toi, ravive ta joie dans ton quotidien? Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Lorraine, alors aujourd'hui on va parler d'images, mais pas d'images comme on l'entend habituellement, pas de morphologie à camoufler, pas de couleurs à éviter, pas de corps à corriger. On va parler d'images comme d'un langage, comme d'un territoire intime, comme un acte d'émancipation, d'affirmation de soi et d'empowerment. Tu as créé le psychostylisme et la méthode image incarnation. Ton ambition, c'était de nous aider à sortir du regard correctif, sortir des carcans du conseil en image à l'ancienne, d'arrêter de s'habiller contre soi, de commencer enfin à s'habiller pour soi et à se déculpabiliser. Tu questionnes les injonctions, tu bouscules la colorimétrie normative, tu relis psychologie, rapport au corps, écologie et identité. Et tu nous invites à honorer nos corps tels qu'ils sont, pas tels qu'ils devraient être. Tu formes aussi des professionnels et aujourd'hui on va parler de ce regard correctif, de couleur refuge, d'écologie du style et aussi j'aimerais de la libération à 40 ans. Tu prônes sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Salut Justine. Bah écoute, tu as fait déjà une présentation hyper complète. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. De plus, effectivement, ça fait 11 ans que je pratique le conseil en image et que j'ai fait évoluer ma pratique parce que le conseil en image traditionnel ne me satisfaisait pas sur le terrain. Je me suis rendu compte de tous les manques, de toutes les problématiques des anciennes méthodes, les anciennes méthodes de relooking ou de conseil en image qui ne sont plus en adéquation avec ce que les femmes attendent aujourd'hui, qui sont plus en adéquation avec même la façon dont on devrait traiter l'image. C'est un sujet hyper intime, c'est un sujet qui touche à la psychologie parce qu'on peut toucher à du mal-être, à des traumas, à du manque de confiance en soi, de la mauvaise estime de soi. On touche à des sujets très délicats pour la personne, parfois avec des points de souffrance. Et c'est aberrant en fait qu'on puisse aujourd'hui encore avoir un conseil en image qui parle à des personnes avec des tu dois porter ça, ton corps il est comme ça, donc tu dois porter ceci, tu as tel âge, donc tu peux plus porter ça. Donc avec des interdits, des règles à suivre, c'est hyper normatif, c'est hyper restrictif, c'est presque une forme de restriction aux libertés finalement d'être soi, de vivre avec le corps tel qu'il est, etc. Et je trouve que les discours qu'on voit dans les... Bon là je m'éparpille un peu, parce que c'est pas... Enfin, en fait ma présentation en gros c'est que moi je suis effarée et comment dire révoltée qu'on puisse aujourd'hui voir des conseils en style partout sur Internet par des gens qui sont moyennement formés, qui ont moyennement pratiqué, voire pas du tout, qui ont accompagné zéro cliente. Il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui de 25 ans qui se lancent sur les réseaux sociaux pour donner des conseils en style. Donc généralement, elles ont moins de 40 ans, clairement. Elles ont très souvent pas accompagné de personnes, d'individus en tant que telles, mais elles se sont mises sur les réseaux pour donner des conseils mode. Et résultat, on entend toujours des mêmes discours avec des vous devez porter ci, le meilleur moyen d'être chic, le meilleur moyen d'être élégante, c'est d'avoir telle pièce dans sa garde-robe, c'est de suivre telle règle. Et c'est des gens qui ont enfin aucune légitimité pour dire ce qu'on doit porter et quand bien même ils auraient une légitimité, en fait, qui sommes-nous pour dire à d'autres gens qui sont uniques avec des corps uniques, qui sommes-nous pour dire tu dois porter ça et tu ne dois pas porter telle chose. Et moi, en fait, je viens faire la révolution de l'image de soi, la révolution en tout cas dans le milieu de la profession de l'accompagnement en style, de l'accompagnement en image de soi. Je viens faire la révolution pour dire il y a d'autres méthodes, des méthodes qui viennent rénover le conseil en image traditionnel. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'ai créée, c'est les outils que j'ai développés pour m'éloigner de tous ces diktats qui continuent d'alimenter en fait le mal-être des femmes, les complexes des femmes, etc. Et qui ne prennent pas en considération l'unicité de chacune, la singularité de chacune, la personnalité, les identités qui sont... voilà, on a autant de styles vestimentaires finalement que d'identités qui existent. Et c'est pour ça que je parle d'incarnation, parce que c'est le droit de s'incarner tel qu'on est, avec nos spécificités corporelles et identitaires, et que personne n'a à nous dire ce qu'on doit ou devrait porter. Et nous, dans notre démarche d'accompagnement, on n'est pas là pour dire tu dois faire ceci et ceci est interdit. On est là pour accompagner la personne et la coacher, la guider, lui donner des astuces, des techniques, mais la guider aussi, la questionner pour aller s'introspecter et pour qu'elle puisse trouver des réponses qui correspondent à ses vrais besoins profonds. Et pas des réponses qui correspondent aux attendus de la société. Voilà, pour schématiser, je viens faire cette révolution-là. Et donc, j'ai créé la méthode incarnation dans une approche donc de psychostylisme. Et je suis la première en francophonie et même à utiliser, enfin voilà, j'ai créé le concept de psychostylisme parce que je pense que c'est le futur, d'orienter le stylisme et la façon de s'habiller
en fonction des besoins de bien-être de chacun, donc en fonction d'une orientation psychologique et énergétique qui est propre à chacun. Le vêtement, pour moi, est un outil de bien-être et non pas seulement un outil d'esthétisme. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le futur d'orienter l'habillement vers quelque chose qui va être plus soutenant pour la personne à tous les niveaux que juste pour la question du paraître et d'être à la mode, d'être tendance et puis d'être jolie. Voilà. C'est plus que ça, le vêtement. Ça apporte On- ça peut apporter plus. Et j'aimerais bien y revenir et en même temps faire un petit bond en arrière et me dire, mais tiens, qu'est-ce qui a démarré, qu'est-ce qui a été le déclic chez toi, qu'est-ce qui a déclenché cette révolution et ce souhait de modifier en profondeur le conseil en image et justement de pouvoir revenir à nos identités profondes et nos besoins profonds. Alors, moi déjà, de base, j'ai un caractère, j'ai une personnalité qui questionne les choses en place. C'est pas parce que c'est en place que c'est valable et que c'est la meilleure façon de faire. Euh, j'ai un parcours, euh, j'ai un parcours atypique puisque j'ai été juriste en droit du travail. Donc, dans ma première partie de carrière, j'étais pendant 10 ans juriste. Et bon, bah moi, j'ai fait mon droit, etc., parce que j'étais animée d'une volonté de justice. C'est l'injustice pour moi, c'est quelque chose qui me, qui me rend malade. Vraiment, je pense que j'ai une hypersensibilité qui fait que tout ce qui va être contre des libertés, contre, voilà, qui va être injuste, en fait, toutes les formes d'injustice et de discrimination, de privation de liberté, etc., ça me rend folle, ça me rend malade. Je pense que je suis prête à mourir plutôt qu'on me prive d'une liberté ou qu'on me fasse vivre une injustice ou qu'on fasse vivre une injustice dans le monde. Voilà, je suis très touchée par tout ce qui se passe. Et donc déjà, à la base, voilà, c'est ma personnalité, c'est mon caractère. Après, bon, bah, moi, j'ai quitté le droit parce que justement, j'ai vu que malheureusement, le système de justice ne fonctionnait pas comme je l'imaginais. J'ai vu la réalité du système judiciaire français, que ben, on a beau avoir des règles, et ben, c'est pas forcément appliqué comme ça devrait l'être. Il y a des règles aussi qui sont posées, qui sont mal formulées, des règles qui sont mauvaises, qui devraient pas exister comme telles. Et en fait, ça m'a dégoûtée un petit peu du système. Et puis, moi, j'avais un rêve d'enfant qui était de travailler dans les vêtements, donc du coup, je me suis reconvertie dans ma passion d'enfant, en fait. Hein. Petite, je voulais être styliste. J'ai toujours rêvé de ça, mais je pensais que c'était impossible pour moi parce que ben, on n'avait pas pu me payer d'école de mode, etc. Donc, je m'étais un petit peu écartée de mon amour enfin, de mon élan de rêve d'enfant qui était de travailler avec le vêtement. Ça, je l'ai su toute petite, toute petite vraiment. C'était quelque chose, voilà, je travaillais le tissu avec ce que je trouvais dans la malle à déguisement. C'était mon truc. Puis voilà, la vie a voulu que il fallait pas que j'y pense parce que c'était pas possible au vu des moyens de la famille, etc. Il fallait être pragmatique, aller sur un diplôme qui fasse que je puisse m'en sortir dans la vie, etc., hein, comme beaucoup d'entre nous. Et puis bah, quand je me suis rendu compte que le droit et ma volonté de justice n'étaient pas satisfaites dans le premier parcours professionnel que j'avais fait, je suis revenue à me dire, mais moi, en fait, enfin, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de revenir à qui j'étais. Et voilà, je me suis reconvertie à une période de ma vie qui questionnait la maternité. Je me suis rendu compte que en fait, j'avais fait tout ce que j'avais fait par sécurité, même si, bien sûr, le sens de la justice était important pour moi et que j'avais choisi le droit, pas non plus complètement par dépit, parce que j'y trouvais quand même du sens, mais quand même par élimination, parce que je pouvais pas faire ce que j'aurais voulu dans le domaine créatif et artistique. Mais voilà, quand la question de la maternité s'est posée, je me suis rendu compte que possiblement, en fait, j'étais passée à côté de ma vie et que si je devais ne pas avoir d'enfant, bah en fait, je serais pas là.
Donc voilà, donc j'ai tout plaqué, je me suis reconvertie dans le conseil en images, j'ai fait des formations dans le conseil en images traditionnel et c'est là que j'ai pas réalisé tout de suite que ce que j'ai appris était limite. Voilà, j'ai engrangé ce qui était positif, j'ai essayé de l'appliquer avec mes premières clientes au début de ma reconversion et quand je me suis retrouvée sur le terrain à accompagner les clientes, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses limites et qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas pour tout le monde. Et là, je me suis dit, mais attends, je pose des règles, je donne des conseils basés sur des grilles de lecture, mais qui fonctionnent pas avec certaines personnes parce que ben voilà, chacune est unique. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème en fait. Et puis, il y avait aussi ce côté assez superficiel où on m'avait pas appris à approfondir les choses sur le plan de la personnalité de la personne. On m'avait pas appris à avoir une approche d'accompagnante vers la réponse aux vrais besoins de la cliente. On m'avait appris juste à faire des lectures du corps et lui demander bah, de quoi elle a envie comme style vestimentaire et puis hop, on la stylise avec ce qui est censé être moderne, ce qui est censé être tendance, ce qui est censé être plus féminin aux yeux de la société. Mais finalement, toujours dans des espèces de croyances de ce qui est censé être chic, de ce qui est censé être élégant, de ce qui est censé être féminin, plus féminin pour une femme qu'elle devrait porter, avec cette croyance que ben finalement la silhouette féminine, ce truc de la morpho en 8, nous c'est ça qu'on nous a appris, c'est la morpho en 8, c'est la silhouette idéale pour une femme, taille marquée, courbe généreuse. Donc en fait, toutes les autres silhouettes, il faut qu'elles tendent vers cette silhouette-là Il faut corriger à chaque fois pour arriver à tendre vers un 8 qui serait soi-disant la morphologie idéale. Et en fait, c'est à force d'expérience et de travailler avec chaque cliente que je me suis rendu compte que, mince, il y a des clientes qui n'ont pas envie de marquer leur taille. Il y a des clientes qui, même si elles ont une morpho en 8, sont mal à l'aise avec cette morpho en 8. Il y a des clientes qui ont des morphos en V, en A, mais qui se sentent bien avec leur morpho en V, leur morpho en A. Pourquoi est-ce qu'on devrait les orienter vers une restructuration de leur corps pour tendre faire cette fameuse silhouette en 8 supposée idéale? Et pourquoi elle est supposée idéale? C'est quoi toute la construction et tout le conditionnement, toute la propagande qu'il a fallu pour en advenir à faire que on croit tous que ce soit ça la morpho idéale et que même dans une profession supposée aider les femmes à mieux s'aimer, on leur dit que c'est ça la silhouette idéale et que donc on va essayer de jouer avec les vêtements pour les amener à cette norme supposée être le plus jolie aux yeux de tout le monde. Mais pourquoi en fait? Et moi en fait, plus ça allait et plus là j'ai trouvé ce système injuste. Et donc, mon esprit, moi, critique, d'ancienne juriste, qui cherche à argumenter, analyser, à remettre en question, parce que ben, c'est ça aussi un travail d'analyse poussée, c'est de remettre en question les choses, de se dire, mais est-ce que finalement c'est juste de penser comme ça? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Et moi, j'ai tendance à questionner comme ça à tous les niveaux de la société, et évidemment dans mon travail en premier lieu. Et donc, c'est là que je me suis dit, ça ne fonctionne pas. Et j'ai commencé à développer des outils un peu différenciants, tout doucement. Alors au début, j'avais un petit peu du mal à m'écarter des silhouettes parce que même si je commençais à parler autrement, à avoir des discours, un vocable, d'autres outils, les femmes attendaient que je leur dise si elles sont une silhouette en 8, en H, en V, etc. Et comme elles ont vu tout ça partout sur les réseaux, à la télé, chez Christina et compagnie, elles attendaient à ce que quand même je leur donne, bah, c'est quoi elles sont dans quoi finalement? Donc il y a eu beaucoup de difficultés au départ à s'extraire de ces injonctions et de tout ce formatage parce que les femmes, elles étaient là, oui, mais du coup, c'est quoi ma morpho? Et moi, en train d'essayer de leur expliquer que c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas dans quelle étiquette on peut la mettre. L'important, c'est est-ce que elle se sent en phase avec son énergie corporelle? Qu'est-ce qui est en désalignement? C'est quoi son vrai complexe à elle? Peu importe ce que les typologies de morpho nous disent, c'est quoi elle, sa problématique, sur quoi elle bloque? Et finalement, on se rend compte que une morpho en V, les épaules, c'est peut-être pas ça son problème à la fille. Donc pourquoi est-ce qu'on viendrait mettre le doigt là-dessus? Une morpho en A, la fille, elle est peut-être très bien avec ses fesses développées, ses hanches développées, et peut-être que son désalignement, il est ailleurs.
Et donc, moi, de plus en plus, j'ai parlé d'énergie corporelle et j'ai travaillé mes outils autour de l'énergie corporelle. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est des outils qui sont, que nous, on protège, qui sont propres à la méthode incarnation maintenant. Et qui sont, la méthode est déposée, protégée. Donc, nous, on ne veut pas que des conseillers en images lambda profitent de ces outils-là. Et c'est pour ça que moi, je forme des professionnels aujourd'hui pour que ces professionnels-là, elles aient le label incarnation, elles aient cette qualité de service et qu'elles travaillent avec nos outils à nous, qui sont différenciants du conseil en image classique et qui sont beaucoup plus logiques, beaucoup plus, comment dire, respectueux de la singularité corporelle de chacune, de l'énergie intérieure, extérieure que va avoir chacune, qui va pas supporter le vêtement de la même manière ou les accessoires de la même manière. J'entendais encore une conseillère en style ce matin dans une vidéo sur YouTube dire alors les accessoires c'est impératif dans votre travail stylistique. Vous devez mettre vos bijoux, vous devez mettre vos accessoires. Et elle répétait, c'est indispensable, vous devez, vous devez. Et en fait, je me disais, mais comment on peut faire un travail d'accompagnement en disant aux gens qu'elles doivent faire ceci, qu'elles doivent faire cela? Non, chacun va avoir une énergie corporelle qui vit, qui vibre avec certaines choses et moins avec d'autres. Il y a des gens qui supporteront pas les accessoires pareils que d'autres. Il y en a qui auront besoin de beaucoup d'accessoires, d'autres qui auront besoin de très peu d'accessoires, voire pas du tout, et c'est ok. Il y a des gens qui supportent pas les bijoux et c'est ok, c'est pas anormal. Et elles vont se dire, ah bah je pourrais jamais être stylée parce que moi j'aime pas trop les accessoires, j'aime pas trop les bijoux. Mais c'est faux, on peut être stylé avec, sans aucun bijou ou sans aucun accessoire. Et moi je donne les méthodes pour trouver chacun sa dose qui lui convient, voilà, en termes d'accessoirisation, en termes de matière, en termes d'imprimé, en termes de volume, de contraste. On est tous différents. Il y a des gens qui vont être très minimalistes, il y a des gens qui vont être très maximalistes. Et entre le minimalisme et le maximalisme, il y a des milliers de possibilités en termes de stratégie de style. Et il n'y a pas donc une règle valable pour tout le monde. Oui, et ce que ta méthode cherche, c'est vraiment aussi de trouver le style de la personne et pas rentrer dans la case de la société, comme tu dis. C'est vraiment trouver son style à soi parmi plein de palettes de styles, mais par plein de questions, enfin voilà, plein d'outils que tu as dans ta mallette. Oui. Et quand tu parles justement de psychostylisme, du fait que tu as rencontré des personnes qui justement avaient des traumas ou des difficultés, donc ça va beaucoup plus loin finalement que juste parler des habits. On parle d'identité. Et comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'on touchait à quelque chose de beaucoup plus intime Ouais, finalement? exactement. Parce que contrairement à beaucoup de gens qu'on voit passer effectivement sur les réseaux, j'ai réellement accompagné des centaines de femmes en privé dans leur mal-être. Je les ai accompagnées à mieux se comprendre, à rechercher pourquoi elles se sentent comme ça dans leur corps, dans leurs vêtements, etc. Et que je me suis posé des questions, que j'ai analysées et que c'est ma façon d'être et que je me suis pas contentée d'appliquer ce qu'on m'a appris en fait et d'être à l'écoute active de chaque cliente m'a fait réaliser à quel point le vêtement, la couleur sont des éléments qui parlent de soi, sont des éléments qui sont une extension de notre état d'âme, de notre âme, oui, de notre état d'âme, de notre psychologie, de notre état émotionnel à l'instant T. C'est aussi la résultante, le vêtement et le style vestimentaire, c'est la résultante des conditionnements qu'on a pu avoir dans la famille, des conditionnements qu'on a pu avoir dans les écoles qu'on a suivies, les conditionnements qu'on a pu avoir dans les milieux professionnels dans lesquels on a été. Je me suis rendu compte que c'est extrêmement complexe. L'histoire du vêtement, la question du vêtement, elle est loin d'être superficielle. Je me suis rendu compte de tout ce qui est intriqué au niveau intime.
Donc que ce soit par ce qu'on vit tout au long de notre parcours de vie à chaque niveau, donc familial, études, professionnelles, etc. Après le couple, aussi dans les relations hommes-femmes, il y a des relations de couple parfois toxiques qui vont faire que la femme, elle va croire qu'elle va devoir s'habiller de telle manière pour satisfaire son homme ou je ne sais quoi. Il y a tellement de choses. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des traumas d'agression ou d'autres choses encore plus difficiles qui vont faire qu'elle va s'habiller pour se protéger, pour s'invisibiliser, etc. Donc la question du vêtement, elle est complètement reliée au sujet de l'intime et au sujet de la psychologie, de l'état psychologique de la personne, de son état émotionnel, de son état d'âme, de sa confiance en elle, de ce qu'elle s'autorise, de ce qu'elle s'autorise pas. Et donc tout ça, c'est de l'ordre de la psychologie. Donc comment est-ce qu'on peut traiter le vêtement juste comme un accessoire de mode et d'esthétisme et d'amusement sans tenir compte de tout l'autre aspect. Certes, c'est important, moi je suis la première à dire que justement le vêtement il va aussi servir à cultiver la joie, donc s'amuser avec le vêtement c'est important, mais cultiver la joie, c'est revenir aussi à sa capacité, à la question du bien-être, à sa capacité de se sentir bien dans son corps et de s'habiller pour être heureux. Quand on questionne, on s'habiller pour être heureux, moi c'est mon mantra, se vêtir pour sourire, c'est relié là aussi à la psychologie. Qu'est-ce qui va faire que quand je m'habille le matin, je vais me sentir heureux? Parce que je suis alignée avec mes vêtements, parce que ça raconte qui je suis, parce que je suis en phase complètement et je me sens pas déguisée, je me sens pas forcée à m'habiller pour rentrer dans le moule ou parce que j'ai pas le choix, parce que pour aller au boulot, si je veux être crédible, si je veux être vue comme professionnelle, il faut que je me déguise pour que tout le monde me regarde avec crédibilité. Non, si je veux être heureux tous les jours quand j'ouvre mon armoire et que je m'habille, il faut que je sois alignée et que je n'ai pas la sensation d'être déguisée. Et donc, ça touche la question de comment donc je peux m'habiller pour raconter qui je suis, honorer mon corps, gagner confiance en moi, me sentir à ma place, avoir le droit d'exister, avoir le droit d'être vue, m'autoriser à exister et à être vue, ne plus avoir honte de qui je suis, avec mes formes ou avec ma personnalité telle qu'elle est. Et à partir du moment où j'arrive à répondre à ça et cet alignement global, je mets mes vêtements en me disant purée, qu'est-ce que c'est bon d'être là, de pouvoir prendre toute ma place et puis m'amuser avec et me sentir moi en fonction des humeurs chaque jour, etc. Et ça me fait sourire et ça m'amuse et ça rend heureux. Que si on met des vêtements pour plaire aux autres, pour satisfaire des attendus, pour répondre à certaines règles, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur d'être jugé, on va toujours être dans un espèce de truc où finalement notre seconde peau qu'on se met quand même sur le corps, il n'est pas complètement raccord avec notre être intérieur, et il y a une dissonance constante. Et cette dissonance constante qui est liée à ces dictates, aux attendus, à la peur du regard des autres, etc., elle fait qu'on a cette seconde peau qui est là sur nous, mais qui est pas... que l'on n'habite pas complètement. Donc le fait de ne pas habiter son corps complètement et de faire osmose avec ses vêtements, on ne peut pas rayonner une joie, un rayonnement, un charisme, un espèce de truc, c'est ce je ne sais quoi. Le je ne sais quoi, c'est pas parce que tu t'habilles comme les Parisiennes, hein. Le je ne sais quoi, c'est parce que tu as un espèce de charisme, un alignement où tu affirmes ta place, t'oses être qui tu es. Et ça fait le je ne sais quoi qui fait que les gens ils disent punaise, mais cette nana-là, ok, elle est pas mannequin, elle est pas parfaite, mais qu'est-ce qu'elle est solaire et qu'est-ce qu'elle dégage. Elle a un truc qui fait que ça fait tourner les têtes beaucoup plus que la fille qui a la taille mannequin et qui est parfaite. C'est que la fille qui a sa propre identité, qui a du chien, qui a ses formes ou qui a son petit truc à elle en plus et qui l'assume complètement. Elle va avoir son propre charme, elle va avoir son propre pouvoir. Et ça, c'est beaucoup plus puissant
que juste être habillée comme une Parisienne en trench en basket blanche, quoi. C'est c'est plus puissant d'être soi que de chercher à répondre à des règles. Et c'est ça, moi, que je transmets et que je veux faire vivre dans l'expérience à travers mes coachings et que j'amène les professionnels que je forme bah, à faire la même chose avec leurs clientes parce que c'est ça finalement, finalement une personne, c'est ça qu'elle cherche au fond, ça à être heureuse, à se sentir mieux. C'est pas Mhm. ressembler à Inès de la Fressange ou à je sais pas quelle nouvelle influenceuse qui serait à la mode en ce moment. L'idée, c'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre pour se sentir plus heureux, c'est d'être enfin soi-même. Ouais, et pour l'avoir vécu, je pensais aussi moi qu'il fallait que je ressemble, que j'avais envie de ressembler. Mais puis en fait, quand j'ai fait tout ce travail avec toi, c'était vraiment enfin, c'est vraiment du développement personnel en fait. Une révélation de soi, ouais. Total. Et alors, ça m'a permis de connaître encore plus mon identité. Et comme tu dis, c'est vraiment le prolongement de mon identité. Mhm. Ça amène vraiment de la joie et du pouvoir. Et finalement, j'ai plus envie de ressembler à personne. J'ai juste envie d'être moi tous les jours dans les tenues que j'ai, voilà, dans et dans les couleurs aussi. Et tu parles aussi beaucoup de finalement, c'est un peu dogmatique ou d'entrer dans ce moule, peut-être de ne plus s'exprimer, mais aussi on le voit par rapport au style, mais par rapport à la couleur aussi dont tu parles beaucoup, où on voit beaucoup de plus en plus de gris, de noir, de beige, de blanc et plus beaucoup de couleurs finalement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde tout ça? Oui, alors donc j'en parle beaucoup de la perte, ça c'est vraiment mon cheval de bataille, parallèlement donc au psychostylisme, c'est de se rendre compte que bah, ça fait partie, tout ça fait partie la même évolution sociétale. C'est-à-dire que on cherche à nous faire suivre des règles vestimentaires, on cherche à nous donner des croyances. Enfin, en tout cas, on sait que tout se construit avec des croyances collectives de ce qui est supposé être le bien habillé, l'élégance, etc. Et que donc, pour être bien habillé, pour être crédible, pour être bien vu, euh, voilà, pour rentrer pour être bien vu, rentrer dans le moule. Alors, les gens ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans le moule, mais en gros, c'est ça ce qui se passe, c'est que tout le monde rentre dans ce moule-là parce qu'on croit que c'est la meilleure façon d'être. La meilleure façon d'être bien habillé, on nous dit, c'est d'être habillé sobre, avec des basiques, avec des vêtements intemporels qui durent dans le temps, que c'est la façon la plus pratique de s'habiller parce que le noir, le gris, le beige, ça va avec tout, qu'on va pouvoir associer ces vêtements plus facilement, et que donc on sera sûr et certain d'être à la fois chic, élégant en toutes circonstances, professionnel, crédible, avec ses vêtements neutres et basiques, simples, et qu'en plus, non seulement on va être chic et grâce à tout ça, mais qu'en plus ça va nous éviter des décisions chaque jour, des réflexions à comment je m'habille ce matin, puisque finalement on n'a plus qu'à tirer son pull noir, son jean, ses baskets blanches ou sa chemise blanche, son trench. Voilà, c'est basique, intemporel. On prend ça comme un uniforme, on réfléchit plus, on n'a plus besoin de réfléchir, c'est soi-disant pratique, c'est ces fameuses capsules wardrobe, ces garde-robe capsules, voilà, on simplifie, on simplifie, on simplifie. Mais en fait, la société nous pousse à tout simplifier parce que il faut pas oublier que les industries qui sont derrière, les industries capitalistes qui sont derrière, elles ont tout intérêt à ce qu'on s'habille tous pareil, de façon très uniforme, avec des couleurs neutres, faciles à produire, avec une absence de détails stylistiques, une absence d'éléments artistiques, une absence de détails, parce que les détails, ça coûte du savoir-faire, ça coûte de la main-d'œuvre, ça coûte voilà, des heures de travail supplémentaires pour aller chercher des beaux imprimés, des belles broderies. Ça demande aussi les belles choses
à l'ancienne, demandait du savoir-faire, des artisanats particuliers. Et tout ça a été oublié et tout ça a disparu de nos sociétés avec l'industrialisation. L'industrialisation, c'est on fait du travail à la chaîne le plus facile possible pour produire le plus possible, pour vendre au plus grand nombre possible. Et donc, les élites qui s'en mettent plein les poches pour s'enrichir, elles avaient tout intérêt donc à faire disparaître l'artisanat, délocaliser dans des pays où la main-d'œuvre elle est pas chère, faire un travail de quantité, de travail de masse pour nous faire consommer dans une consommation de masse, la même chose, et voilà, et nous faire croire que c'est ça le style, que c'est ça l'identité, la mode, que c'est s'habiller chic en étant neutre et basique. Sauf que c'est faux. La réalité, c'est que à l'époque, on avait des savoir-faire artisanaux qui n'étaient pas polluants plus qu'aujourd'hui la fast fashion. On pollue le monde avec des vêtements qui se ressemblent tous. C'est ce que j'explique dans mon livre Dopamine Dressing. C'est que beaucoup de gens disent oui, mais avec l'écologie, on peut pas accumuler plein de vêtements de toutes les couleurs, avec plein de styles différents pour avoir une identité vestimentaire très marquée, parce que ça supposerait qu'on ait des vêtements de plein de couleurs, des vêtements de plein de formes, etc. Et donc, c'est pas écologique. Moi, ce que j'explique dans mon livre Dopamine Dressing, c'est que le dopamine dressing, c'est-à-dire un dressing qui t'apporte une richesse sensorielle au niveau couleur, matière, forme et ingrédients stylistiques, ce n'est pas un dressing qui est incompatible avec l'écologie. Parce que la plupart des armoires des gens sont basiques neutres, mais débordent. La planète en ce moment est polluée de vêtements qui se ressemblent tous, qui sont produits par la fast fashion et l'ultra fast fashion, où il n'y a pas de savoir-faire, de travail sur les coupes, de travail sur les broderies, de travail sur les imprimés. La plupart des vêtements aujourd'hui sont extrêmement basiques, extrêmement simples, avec des matières très cheap, des matières qui ne sont pas qualitatives, des matières qui ne sont pas travaillées, des formes qui... Rien n'est travaillé. Tout est fait de la manière la plus simple possible pour que ce soit produit le plus facilement possible, à moindre coût, pour enrichir les industriels. En fait, tu alimentes l'industrie qui est en train de polluer le monde. Alors que si tu reviens à une identité stylistique qui t'est propre, tu vas aller chercher des pièces uniques qui ont été faites par exemple en seconde main, des vieilles pièces vintage. Tu vas aller chercher la pièce d'une petite créatrice artisane vers chez toi qui aura créé un truc intéressant qui te parle à toi, qui résonne avec ton identité. Tu vas aller chercher un bijou fait par une artisane aussi près de chez toi qui crée des choses un peu rigolotes. Tu vas toi-même créer quelque chose parce que t'aimes coudre ou t'aimes tricoter et tu vas créer ton propre pull en laine. Tu vas chercher une petite marque qui essaye de se développer en France ou en Europe et qui fait des choses un petit peu différentes, qui fait des choses colorées. Ça te ressemble, ça n'alimente pas la grosse industrie qui pollue le monde, ça fait travailler des petites artisanes qui, elles, essayent de survivre avec une création et une créativité qui est intéressante et qui va chercher des choses beaucoup plus... intéressante sur le plan artistique, sur le plan du beau, sur le plan de la singularité. Et quand vous comparez une armoire donc d'une personne qui soi-disant veut s'habiller pratique, qui n'a pas compris qu'en fait elle suit le moule et elle simplement elle alimente l'industrie actuelle, si vous prenez son armoire elle, je suis convaincue qu'elle est aussi débordante que la mienne, voire et qu'elle aura moins de sens. C'est-à-dire que la mienne, elle est bien remplie, mais parce que c'est mon métier aussi. Honnêtement, je ne ferais pas ce métier. Ma garde-robe serait aussi colorée, mais peut-être un peu plus petite. Parce que, moi, c'est mon métier, je dois faire de la représentation, je dois montrer des exemples. Donc forcément, j'ai une armoire qui est un peu plus grosse. Mais un dopamine dressing d'une personne lambda pourrait être assez limité, puisque si vous comptez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ça va plus loin. Tu trouves tes nuances. Au lieu d'avoir 10 pulls gris, 10 jeans, la plupart des gens aujourd'hui, ils ont 10 jeans, ils ont 10 pulls, ils sont tous gris, blanc, beige, gris, noir. Au lieu d'avoir 10 pulls, et je le dis tout le temps, mais regarde, tu as 10 pulls gris, blanc, beige, noir.
Tu as 10 jeans dans différentes teintes de bleu, un bleu brut, un bleu clair, un petit gris, un petit noir. Et t'as 10 jeans comme ça et 10 pulls. Et puis quelques chemises blanches, grises, noires, voilà, et des tops similaires, voilà, des tops noirs, des tops gris. Ton truc est rempli de ça. Alors que si tu avais 7 pulls, un de chaque couleur de l'arc-en-ciel dans tes nuances, c'est pas obligé d'être vif. Le dopamine dressing, c'est pas forcément, il faut être flashy, il faut être vif. La personne qui résonne mieux avec des couleurs douces, elle pourrait très bien avoir voilà, une couleur, un pull ou un top de chaque couleur de l'arc-en-ciel dans ses nuances à elle, douces ou vives, peu importe. Pareil pour les pantalons, tu peux avoir un pantalon de chaque couleur qui sera dans tes nuances à toi, si c'est des nuances plus chaudes ou des nuances plus froides, des nuances plus vives ou des nuances moins vives. On n'est pas obligé d'être flashy pour vivre les couleurs, ça c'est faux. Donc moi ce que j'explique c'est vivre la sensorialité des couleurs, la sensorialité des matières. On n'est pas obligé d'avoir un dressing où il y a 1000 choses, il suffit de juste mettre un petit peu de variété, de mettre un petit peu de variété de couleurs, un petit peu de variété de texture, un petit peu de variété sur peut-être des imprimés, si on est à l'aise avec des imprimés. Si on n'est pas à l'aise avec les imprimés, faut s'écouter, faut être à l'écoute de ses besoins. Mais en tout cas, un petit peu de richesse sensorielle, c'est ce qui fait que le matin, quand on va ouvrir l'armoire, ça va nous rendre joyeux, ça va nous rendre heureux parce que on va se dire, ah bah là, aujourd'hui, je suis d'humeur à mettre telle couleur ou de toucher telle texture, ou de porter telle sensation parce que je me sens de cette humeur-là puis que j'ai envie de raconter ça aujourd'hui. Si j'ouvre ma penderie et que je vois que du gris, du noir, du beige, qui a rien pour raconter mon humeur du jour, qui a rien pour raconter qui je suis, qui a rien pour me donner des sensations, des émotions, au bout d'un moment, je deviens encéphalogramme plat, robot, clonage. Je suis là avec mon truc et puis comment dire, je continue de broyer du noir et de broyer toute l'anxiété mondiale qui aujourd'hui nous, 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 euh, nous, nous affuble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une anxiété par rapport à tout ce qui se passe dans la société qui est énorme. On est dans un stress permanent parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a des horreurs qui se passent dans le monde. Et on vit une espèce de trouble noir constamment à travers ces informations qui nous viennent. Mais bon sang, allons-nous nous enfoncer encore combien de temps dans cette noirceur en allant mettre du noir, du gris dans nos maisons à outrance, en allant mettre du noir, du gris, du beige, de l'invisibilité, de la non-émotion, de la non-sensorialité dans nos armoires, dans notre quotidien, dans nos environnements, dans nos rues, dans nos villages, dans nos villes, qui fait que on est tous en burn-out, on est tous en dépression parce que on est tous affublés finalement d'une négativité ambiante permanente. Alors que si on commençait à remettre des éléments de joie, des éléments de beau, des éléments de sensorialité que l'on peut vivre au quotidien pour cultiver petit à petit le sourire, la joie, transmettre des énergies positives aux autres, pour essayer de s'extraire de cette ambiance globale, d'un système global qui nous pousse vers un mal-être constant, quoi. Donc moi, je suis convaincue que c'est à nous de reprendre le pouvoir de nos forces individuelles et collectives pour s'unir, en fait, arrêter de se diviser, s'unir dans la joie, s'unir dans la tolérance des uns, des autres, de ce qu'on est tous différents, de ce qu'on a tous des singularités. Le fait qu'on puisse montrer au monde qu'on est tous singuliers fera que on sera beaucoup plus tolérant, moins jugeant, moins discriminant, et qu'on pourra s'unir plus facilement pour un monde meilleur. Et je trouve que tout est lié. Tout est lié. Vraiment, et la mode a toujours été d'ailleurs un baromètre de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que regarde comment s'habillent les gens dans la rue, et je dirais comment est la société. Une société où les gens dans la rue sont libérés dans leur façon de s'habiller, tous différents, avec de la couleur, sont tolérants dans les singularités des uns des autres. Les périodes pendant lesquelles il y avait un regain de liberté vestimentaire, de joie vestimentaire, de couleur,
C'était des périodes de croissance économique, c'était des périodes où les gens, il y avait une forme d'insouciance, etc., où les gens se sentaient bien. Aujourd'hui, c'est le reflet d'une société qui va mal et qui est malade. Voir tous les gens qui sont tous habillés en noir sur un quai de métro, sur un quai de gare, où tu vois juste des robots qui avancent et qui marchent vite parce qu'il faut aller au boulot, parce qu'il faut payer ses factures, parce qu'on n'a pas le choix et qu'on se sent pris au piège dans ce tourbillon où on n'a pas le choix, il faut arriver à s'en sortir, il faut arriver à manger, à payer tout ce qu'on a à payer. Et donc, je peux pas réfléchir à comment je m'habille, je mets mon manteau noir et je suis le truc et voilà. Et on se pose pas de questions. Mais c'est terrible parce qu'en fait, à force de plus se poser de questions et de suivre ce truc-là, on s'enfonce tous dans un mal-être et le monde devient agressif. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a une agressivité ambiante dans la rue, il y a du harcèlement de rue comme il n'y en a jamais eu autant auparavant. Questionner, il y a toujours eu des tarés partout, hein, il y a toujours eu des fous, des pédophiles et tout ça. Il y a toujours eu des agressions, il y a toujours eu tout ça. Mais quand même, moi, quand je questionne ma mère sur quand elle sortait en boîte, quand elle était jeune, quand elle sortait dans la rue toute seule la nuit, est-ce qu'elle avait peur? Elle me dit, bah non, j'avais pas peur. Et je pense que ça part de là. Si déjà on avait la tolérance et le questionnement de se dire, ben merde, j'ai pas envie de faire partie de ce mouvement où on ne se pose plus de questions, on rentre dans le moule, on s'uniformise et du coup on devient intolérant, on se divise et donc à la moindre personne qui est différente, on la juge, on la critique, on la discrimine. Voilà, comment tu veux qu'il y ait la paix dans le monde en fait? Si on ne supporte plus que les uns les autres, on puisse avoir des croyances différentes, des religions différentes, qu'on puisse avoir des identités vestimentaires différentes. Plus on acceptera nos différences, plus la paix pourra revenir et moins l'agressivité pourra régner en fait. On peut partir loin en partant du vêtement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que souvent on se dit finalement le vêtement c'est futile, c'est juste une question Superficielle et superficielle. Aujourd'hui le monde est bien trop compliqué pour qu'on s'intéresse à ces sujets futiles, mais au contraire, c'est la base de tout. Chanter, danser, s'habiller, le quotidien à s'unir dans ce genre de choses qui refont l'humanité, qui refont qu'on est des êtres humains connectés entre nous, déjà se connecter à soi pour pouvoir se connecter aux autres. pour pouvoir C'est se ça. connecter aux autres, exactement. Et c'est repartir de la base de ce qui fait qu'on est des êtres humains. C'est cultiver des choses du quotidien qui nous relient. Et donc, le vêtement, c'est un acte comme l'alimentation, bien s'alimenter. Voilà, moi je dis chanter, danser, manger, bien dormir, s'habiller, c'est les choses qui font qu'on se réunit le peuple autour des choses essentielles qui fait qu'on pourra se réunir à nouveau pour construire un monde meilleur. Donc à un moment donné, il faut se reposer les bonnes questions. Oui, l'habillement, oui, ce qu'on mange chaque jour. En fait, c'est les choses du quotidien qui sont importantes. Pas parce que tu vas t'habiller basique, intemporel, uniformisé, que tu prends soin de ta santé et du monde. C'est faux. Oui. Et puis en plus, par rapport à l'écologie aussi, de ne pas connaître mon style, j'achetais un peu en fonction de la mode, en fonction des nouvelles saisons, en fonction des nouveaux coloris. Et je me retrouvais avec une garde-robe beaucoup plus importante que là maintenant, où je tourne avec quelques pièces que j'aime, que j'ai choisies, qui me plaisent, que j'ai pris en seconde main et qui me correspondent. Avant, ça dégueulait parce que j'avais plein de pièces, mais en fait, oui, c'était à la mode, mais ça ne me correspondait pas. Et je ne les mettais pas. Et j'en achetais des nouvelles à chaque changement de saison. Exactement. Et c'est sûr que là, on est dans une surconsommation super importante. Et tu as parlé aussi beaucoup du pouvoir des couleurs, justement. Je pense que tu as été au Mexique et que tu t'es rendu compte vraiment que là, il y avait de la couleur partout. Ça a été aussi une révélation pour toi et ça t'a permis de comprendre le pouvoir des couleurs? Bah oui, en fait, ce qui se passe, c'est que là aussi, c'est les essentiels de la vie et de l'humanité. C'est que depuis que le monde des mondes et on est des êtres vivants, en fait, les couleurs sont dans la nature. Les couleurs permettent le développement des êtres vivants. Voilà, les animaux, les plantes, on ne peut pas se développer sans avoir le spectre du soleil. Le spectre du soleil comprend donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans la nature, on avait toutes les couleurs. Les fleurs, les oiseaux, les animaux, la biodiversité
initiale était d'une richesse sensorielle en termes de couleurs, de textures, c'était hallucinant. Et on a perdu, je sais plus combien de pourcentage en termes d'espèces à cause de l'industrialisation du monde et de la pollution. Donc, on est être vivant fait pour vivre au milieu des couleurs parce que c'est ça qui fait notre équilibre psychique, qui fait qu'on va se développer correctement, qui fait que ça va être bon pour notre santé. Comme une plante ou un animal, ils peuvent se développer que dans ce genre d'environnement-là correctement. Et ça a été démontré pour les plantes et les animaux, mais comme par hasard, ça n'a jamais été, les recherches n'ont jamais voulu être faites pour les êtres vivants. Et au contraire, pour les êtres humains, pardon. Pour les êtres humains, au contraire, on fait tout pour nous déconnecter de cette sensorialité-là et nous faire croire que on n'a pas besoin de toutes ces couleurs et de toute cette richesse sensorielle. On nous fait penser que c'est trop surstimulant, qu'aujourd'hui on a trop de stimulation, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de calme, et que des couleurs en plus ou des textures en plus, de la sensorialité en plus, ouh là 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 là, ça va nous faire encore trop de stimulation. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est qu'on a été déconnecté de notre sensorialité dans des villes bétonnées. On est déconnecté de toute cette sensorialité qui est essentielle au bien-être d'un être humain, comme de tout autre organisme vivant. Et donc l'équilibre des couleurs dans notre environnement, il est fondamental pour notre santé. Donc c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est que j'étaye avec toutes les références scientifiques en recherche en psychologie des couleurs, en neurosciences, etc. Il y a une réalité, c'est que les couleurs nous font du bien, que les couleurs nous transmettent des messages, que les couleurs nous transmettent des émotions. Et vous savez qui c'est qui les utilise non-stop, les couleurs? Bah, les publicitaires, les marketing, pour toujours vendre mieux. Dans les magasins, les packaging, ils sont tous colorés, hein, ils sont pas noirs et gris. À quel moment on va se réveiller pour se dire, bah, en fait, on en a marre que ce soit que l'industrie qui utilise les couleurs pour nous manipuler et nous faire consommer, et à un moment donné, juste reprendre, nous, le pouvoir d'utiliser les couleurs pour nos besoins et d'une manière justement positive, et pas juste pour répondre à des offres de consommation qu'on nous propose dans les magasins. Les couleurs c'est des vibrations. Donc moi, je rappelle tout ça, c'est que les gens ont oublié qu'une couleur, c'est une longueur d'onde. Et que les longueurs d'onde qui viennent qui sont des longueurs d'onde du spectre de la lumière, et que ces longueurs d'onde, elles ont une vibration qui impacte notre énergie vitale, notre organisme. On la ressent. Donc, si chaque couleur est une longueur d'onde, vous comprenez bien que le fait de s'enrichir et de se nourrir énergétiquement avec ces longueurs d'onde, dans la nature, elles avaient une place, elles avaient un rôle en fait. Hein. S'il y avait des fleurs de plein de couleurs, si les fruits ont des couleurs différentes, si les arbres sont verts, que le ciel il peut apparaître très bleu, c'est parce que ça nous nourrit quelque part. On en a besoin. Et toutes les périodes où le ciel il est tout le temps gris, on sent bien que sur notre humeur ça joue. Parce que chaque couleur va nous apporter une longueur d'onde, une énergie qui nous soutient de telle ou telle autre manière psychologiquement. Et donc, c'est à nous de reconnecter à ces bases essentielles qui font que on est humain, que pour notre bien-être, notre vitalité, notre santé, on a besoin de se nourrir correctement, d'avoir un environnement de lumière et de couleurs qui est varié, qui est équilibré, et qui n'est pas que enfermé dans une seule couleur monochromatique, c'est-à-dire que un être humain que tu fais vivre que dans du gris en permanence, c'est un être humain qui va mourir en quelque part. Il y a ce qu'on appelle la torture blanche dans certains pays. C'est bien simple, tu mets quelqu'un dans une salle toute blanche avec que... en fait, le principe de la torture blanche, c'est t'enlèves toute la sensorialité, même dans la nourriture. Donc, tu mets un être humain dans une cellule sans aucun contraste de texture, sans aucun contraste de lumière, de couleur, voilà, et y compris la nourriture, la personne, elle devient folle. Elle se meurt intérieurement, psychologiquement, elle devient folle. Et c'est une des pires tortures, la torture blanche dans les pays qui pratiquent. Alors, c'est horrible hein, de parler de ça, mais ce que je veux montrer à travers ça, c'est qu'il y a bien une raison que pour des dictatures, des pouvoirs ignobles, utilisent la torture blanche, c'est qu'ils savent
que, que déconnecter l'être humain de sa sensorialité, ça le rend barge, ça nous torture, ça nous rend malade. Et Mhm. c'est pour ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui que pour ton mieux-être, trouver un équilibre chromatique et sensoriel dans ta garde-robe, sans forcément avoir quelque chose d'extravagant. Comme je le disais, ça peut être des tons très poudrés, très doux, pour la personne qui supporte pas les couleurs trop vives parce que ça l'agresse. Et ça, c'est ok parce que c'est comme les papilles, les yeux. On a tous des sensibilités différentes. Il y a des gens qui vont manger très épicé et des gens qui vont pas supporter le très épicé. C'est ok, en fait. Mhm. Pas une dressing, c'est pas pour dire ouais, il faut tous s'habiller de façon exubérante et non, c'est respecter encore une fois l'identité de chacun, mais comprendre que la variété sensorielle de texture, de matière, de couleur, elle est fondamentale pour le bien-être des êtres humains et qu'il faut prendre conscience que la société actuelle fait tout pour nous déconnecter de cette sensorialité dans notre environnement et dans nos armoires. Donc, Mhm. un premier acte de rébellion et un premier acte de résistance que de remettre cette sensorialité dans nos quotidiens, dans nos rues, dans nos villages, dans nos armoires, dans notre alimentation, de façon à remettre de la joie, de la singularité, de l'identité dans nos vies, hein, pour qu'on arrête de s'uniformiser, de se déconnecter de ce qui est essentiel pour nous faire vibrer, parce que l'être humain a besoin de vibrer au rythme de la nature. Et on peut trouver des éléments sensoriels comme ça dans nos quotidiens pour des peintures. Voilà, et c'est pour ça que les pays d'Amérique latine, moi, qui m'ont beaucoup inspirée, où je vois beaucoup d'humanité beaucoup moins d'agressivité, quand bien même il y a de la corruption et que c'est pas des systèmes qui sont mieux valables que les nôtres, mais en tout cas dans le quotidien des gens, il y a, malgré la misère, il y a une forme de joie, il y a une forme de partage, d'entraide que je n'ai pas vue, nous, en Occident, enfin en Europe. Mhm. Là, la joie, la danse, le chant, la couleur est omniprésente pour survivre, justement, et pour arriver à s'entraider, pour arriver à soutenir une misère quotidienne, etc. Et c'est là qu'on voit que c'est vital et que ce sont les éléments principaux d'humanité qui relient les gens et qui font qu'on arrive à surmonter les pires moments. Donc, si on veut changer le monde, surmonter les difficultés, etc., c'est pas en s'enfermant dans un monde monochrome et gris. C'est en essayant de revenir à l'essence de ce qui fait qu'on est des êtres humains et les couleurs en font partie. Et en plus, il y a des éléments scientifiques qui le démontrent. Donc, il faut arrêter de se dire que non, c'est juste de la fantaisie, que ça pollue d'autant plus le monde. Non, aujourd'hui, c'est pas la fantaisie qui pollue le monde, c'est les uniformes qu'on nous vend en masse. Et la fantaisie n'est pas mauvaise, la recherche de beau et la recherche de détails n'est pas mauvaise, au contraire, l'être humain a besoin de cette créativité et je pense que notre sens créatif et notre besoin de sensorialité, elle est juste fondamentalement humaine en fait. Mhm. C'est un très beau mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu veux ajouter autre chose? Bah écoute, je pense que je parle beaucoup, je suis désolée, une fois que je suis lancée dans les tirades, Mais c'était super intéressant. je suis tellement passionnée et tellement Ouais. convaincue par tout ça que je pars dans mon truc, après je suis inarrêtable. Pas Mais oser. c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites et que tu aimerais... Honnêtement, je pense que là, j'ai synthétisé, je pense, l'essentiel de mes pensées. J'ai rappelé donc mon livre Dopamine Dressing que je vous invite à lire parce que ça pourra vous déclencher beaucoup de prise de conscience et vous aider aussi à peut-être oser sortir justement de cette uniformisation, oser sortir des codes et des dictates pour mieux vous assumer au quotidien et vivre pour qui vous êtes et faire vivre votre personnalité pleinement. Donc voilà, je suis très fière de ce livre qui est un petit peu l'aboutissement de ces 10 années de recherche que j'ai passé à être convaincue qu'il y avait quelque chose qu'on loupait, que la société actuelle loupe, en tout cas en France et en Europe. J'étais convaincue qu'on loupe quelque chose de vital au sujet notamment des couleurs et de la sensorialité dans nos armoires. Et donc, toutes les recherches que j'ai faites depuis 10 ans et que j'ai expérimentées aussi auprès de que j'ai vues aussi et que j'ai expérimenté avec mes clientes,
tout ça est le fruit de ces années de travail. Et donc, je suis très contente de l'avoir fait et que ça puisse aider, j'espère, un maximum de personnes à prendre conscience de l'importance de tout ça et que c'est loin d'être futile et loin d'être superficiel. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Justine, d'avoir pensé à moi pour cet échange. Et puis, voilà, Justine était un cas concret de ce Ouais. que l'accompagnement et le vrai coaching en image est puissant et mérite de prendre sa place et d'évoluer comme ça plutôt que de repartir sur des vieux relookings d'époque. Tout à fait. Je suis totalement d'accord. Foncez voir Lorraine. Et peut-être qu'au fond, cet épisode aura simplement ouvert un espace de conscience, un espace pour voir autrement ce que l'on croyait peut-être anodin, pour comprendre que l'image n'est jamais juste une question de surface, de style ou de silhouette, mais qu'elle raconte bien plus grand que nous. Le conseil en image, quand il se transforme, quand il s'émancipe des injonctions, devient alors autre chose qu'un outil d'apparence. Il devient un acte d'engagement. Un engagement envers soi, d'abord, pour sortir du regard qui juge et qui corrige, mais aussi envers les autres, en refusant de nourrir des normes qui excluent, qui comparent, qui enferment, qui coupent. Et plus largement encore envers le monde, envers la nature, les corps, les rythmes, le vivant, la différence de l'autre. Parce que choisir de se relier à soi plutôt que de se conformer, choisir de retrouver les couleurs, c'est aussi choisir de ralentir un système qui va trop vite, qui uniformise, qui épuise. Alors si quelque chose a été déplacé ici, même légèrement, si un regard s'est adouci, si une question s'est glissée, ou si une sensation de retour à soi s'est invitée, alors c'est déjà beaucoup. On ne change pas tout en un épisode, mais parfois on change la direction d'un regard, et c'est là que tout commence. À bientôt pour de nouvelles histoires.